bonjour, bienvenue. Mon nom est Camille Larrivée. Je suis commissaire d'exposition et hôte de ce podcast en 3 épisodes de cette nouvelle et 3e édition de Mémoire de l'avenir. Mémoire de l'avenir est un projet d'art public mené conjointement par Art urbain Montréal et Art souterrain, commandité par Publicité sauvage au travers de la ville de Montréal. Jusqu'à l'automne 2023, cette exposition d'affichage urbain intergénérationnel propose des rencontres sur les palissades et supports publicitaires de Publicité sauvage entre les œuvres de 3 duos d'artistes sélectionnés pour leur complémentarité. Chaque duo est composé d'un ou une artiste émergente et d'un ou une artiste établie. L'exposition est à découvrir dans la rue, mais également virtuellement sur le site Internet d'Art urbain Montréal. Aujourd'hui, c'est le 3e et dernier épisode du podcast et donc j'accueille aujourd'hui Ravi et Kimura. Merci d'être avec nous. J'aime toujours commencer par vous donner la possibilité de vous introduire, de vous présenter pour le podcast. On pourrait commencer avec toi, Ravi. Bonjour, mon nom est Ravi. Je travaille en illustration et en recherche, principalement sur comment l'illustration peut devenir comme un langage visuel lorsqu'on n'a pas les mots, soit par la langue maternelle ou que les mots du territoire dans lequel on a grandi, comme moi ici au Québec. On n'a pas les mots pour représenter toutes nos pensées. Donc l'illustration, ça vient vraiment pallier à ça. C'est un langage en soi. Donc, moi, je m'appelle Kimura Apiol-Lemoine. Je suis artiste d'origine japonaise, coréenne et ayant émigré en Belgique, étant retournée en Corée du Sud et puis immigrante ici au Canada, récemment citoyen. Je travaille sur le colorisme, l'immigration forcée, le postcolonialisme, les jeux de mots avec différentes langues, en ne maîtrisant aucune langue vraiment. Voilà, donc en gros c'est ça, artiste multidisciplinaire. Super. Ben merci vraiment d'être avec nous. Je suis vraiment très, très contente de présenter vos œuvres dans le cadre de ce projet-là. Puis justement, je pense que ce serait une bonne introduction si vous voulez présenter le travail qui est exposé pour Mémoire de l'avenir, nous en parler un petit peu. Ravi, on va commencer avec toi. Moi, c'est une illustration qui s'appelle Nompao. En fait, Nompao, c'est le nom associé au mets qu'on voit tout au-dessus. On va souvent retrouver ça, on en retrouve au quartier chinois, qu'on appelle aussi des bonbao. Fait que cette illustration représente vraiment la transculturation, mais aussi l'appropriation et l'appréciation culturelle. Donc, grosso modo, moi, je travaille principalement sur les archives qui ont disparu, parce que dans le fond, moi, je suis née dans la génération juste après les Khmers rouges. Mes parents sont des survivants. Donc, de leur génération, ils ont perdu... Mais en fait, tout a été éliminé, c'est-à-dire que tous les vinyles, donc toutes les musiques, donc tous les sons, tous les visuels aussi, les salles de cinéma ont été brûlées, etc. Donc, moi, j'ai grandi avec une absence totale de représentation ou bien des narratifs, des représentations vraiment en distorsion, on va dire. Enfin, j'ai grandi avec des VHS de séries chinoises traduites en cambodgien, pensant que c'était cambodgien. Donc, au niveau de la nourriture, il y a aussi beaucoup de mélange. Puis, pendant très longtemps dans ma vie, je me questionnais qu'est-ce que voulait dire être cambodgien, cambodgienne. Puis, la définition de mes parents n'est peut-être pas la même que la mienne. Donc, le nom Pao, c'est quelque chose qui représente beaucoup ce mélange-là parce que dans la pensée dominante occidentale, on va souvent... les choses sont très... Les cultures sont plus comme des monocultures, des monodéfinitions. Tandis que être cambodgien, ça veut juste faire partie d'un pays où il y a eu une multitude d'ethnies. Puis les Khmers, c'est une ethnie majoritaire parmi tant d'autres. Puis dans ces ethnies-là, il y a les Chinois qui sont des ethnies minoritaires parce qu'il y a eu des migrations on and off. Puis avec l'immigration des Chinois sur le territoire cambodgien, ils ont amené les bonbao. Puis les Cambodgiens, ils se l'ont réapproprié. Donc les bonbao, je vais appeler ça des Nompao, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Des Cambodgiens goûtent totalement différents de ceux des Chinois, mais ça reste quand même des Nompao, des bonbao. Mais c'est ça aussi, la transculturation, c'est aussi de montrer que la culture, elle n'est pas là, et les cultures avec un S ne sont pas fixes dans le temps, sont toujours changeantes.
C'est aussi de voir leur évolution. Puis aussi, ben moi, en fait, je parle cambodgien, ben le khmer, mais je l'écris pas et je le lis pas. Donc, c'est vraiment très oral, comme je l'ai appris. Fait que ma connexion à ma culture du motherland est très... il y a comme beaucoup de morceaux manquants du puzzle, on va dire. Donc, ma façon, moi, de m'y connecter, c'est beaucoup de poser des questions à mes parents, mais avec le khmer d'un enfant de 9 ans, là. Donc, quand on cuisine, ma mère et moi, pour moi, c'est un peu comme une excuse pour lui poser plein de questions. Fait que ça représente beaucoup. Toutes les fois, depuis que j'ai environ 5 ans, qu'elle me demandait de découper les petits morceaux de papier pour mettre en dessous des bonnes barres. Fait que ça représente beaucoup nos conversations là-dessus. Fait que c'est un petit peu ça. Je pourrais en parler plus en détail après. Super. Et pour toi, Kimera? Donc, moi, la pièce s'appelle Seedless Ajuma. Ajuma en coréen, A, ça veut dire la graine, et Juma, Jumoni, ça veut dire la poche. Donc, une femme qui a enfanté s'appelle une Ajuma. C'est souvent des femmes qui ont un style un peu vintage en Corée, qui ont des boucles très serrées, parce qu'à partir d'un âge certain, on perd ses cheveux un peu plus, donc on a moins de volume. Et donc, tout le monde, après 40-45 ans, se fait une permanente, bien serrée en général, parce qu'ils n'aiment pas en faire souvent. Et puis, c'est souvent des femmes qui n'ont plus le sens de la mode, où elles vont s'habiller avec des vêtements larges, en acrylique, avec beaucoup de patterns de tigres, un peu comme des motifs avec des fleurs très colorées, des pantalons larges, donc plus dans cette idée de séduction. Et donc ça, c'est un personnage en Corée qui est très moqué aussi. Par exemple, une Ajuma va avoir ce style quand elle rentre dans le métro. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Asie dans le métro. Elle va jeter son sac de loin. Dès qu'elle voit une place, elle va pousser tout le monde, elle va s'asseoir. Ça, c'est une Ajuma qui n'a plus aucune manière sociale parce qu'elle a enfanté, parce qu'elle a ce droit-là. Et donc, Ajuma, c'est quelqu'un qui normalement donc, a enfanté. Moi, étant adoptée, j'ai une mère biologique et j'ai une mère adoptive. Et donc, je voulais souvent parler on parle souvent des mères biologiques en tant qu'adoptée, évidemment de la mère qui nous a enfantés. Et puis, ça, c'est ma première pièce, en fait, que je dédie aux mères adoptives. Il faut savoir que l'adoption internationale d'enfants de couleur est souvent placée chez des parents blancs. Dans l'idée de postcolonialisme, on n'envahit plus le pays des personnes du Sud ou des pays défavorisés, mais on importe leurs enfants. Mais ce n'est pas toujours d'un pays à l'autre, parce que c'est pour les personnes autochtones, pour l'Australie, c'est la même situation. Et donc, je voulais travailler sur ça. Cette pièce fait partie d'une série de 10 pièces qui ont été réalisées pendant le Covid, pendant la résidence de la Fondation Phi, où j'ai réalisé 10 pièces qui représentaient les éléments du Yiking à travers des graines de ma diaspora. Donc c'est tout un bazar, mais en tout cas, ça c'est une des pièces. Et moi je travaille aussi depuis 2003. C'était l'année où on célébrait les 50 ans de l'adoption internationale de Corée du Sud. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de faire un travail qui s'appelait les 100 Coréens blancs, parce que le mot 100 et le mot blanc est le même en coréen. Et donc, en déconstruisant le mot autochtone, parce qu'il y a le pur coréen, le coréen natif, et puis le coréen chinois, qui est différent, ben, ce mot-là a la même signification, le même son, mais deux significations vraiment différentes. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu créer des œuvres par rapport au post-colonialisme, avec cette spécificité de créer 100 cm, 100 mm, 100 feuilles de ginkgo. Et donc voilà, donc, en fait j'avais fait une pièce où j'avais récolté 10 graines de fleurs ou de plantes dans chaque ville d'immigration que j'avais vécue sur plus de 50 ans, parce que j'ai plus d'un demi-siècle. Et donc, c'était Kyoto, Tokyo, Busan, qui est ma ville natale, Séoul, où j'ai habité longtemps, Montréal, Bruxelles, Boisfort, où j'ai été adoptée, enfin, et d'autres, Berlin aussi. Et donc, j'avais choisi une fleur
ou un élément végétal qui représentait ça, de prendre les graines et de les mettre dans les poches. Donc ça, celle-là, je l'avais appelée seed, enfin, j'avais juste appelé Adjuma. Donc ça, c'était pour les mères biologiques. Et celle-là était en référence à ça, mis à l'opposé des mères biologiques. Donc ça, c'est un peu le lien. Alors, c'est des feuilles que j'ai été trouvées pendant le Covid, évidemment. Et c'était au parc d'Outremont. Je savais qu'il y avait un ginkgo là. Donc, c'est aussi, ils n'étaient pas partout, c'était pas aussi populaire que maintenant, je pense. Et aussi, c'était de trouver 100 feuilles en 100 minutes. Je m'étais donné, en 100 minutes, je dois sélectionner 100 feuilles. Donc ça, c'est aussi un peu le stress de faire la restriction du temps. Et puis de les sélectionner, les mettre dans des pochettes. Et les pochettes sont de 10 cm sur 10 cm, donc en tout, ça fait 1 mètre. Et après, en sachant que ça allait changer de couleur, de les scanner, les répertorier, et puis d'avoir une version digitale comme une version réelle, physique. Voilà. Ah, wow, c'est bien, j'apprends tous les détails des chiffres et tout. C'est un peu J'adore. J'ai vraiment pensé à vous comme duo parce que de ce que je vois, de ce que je comprends dans vos pratiques, de différentes manières, vous vous intéressez aux mémoires éradiquées par la violence constante du colonialisme, puis vous donnerez à votre façon vos archives vivantes familiales, culturelles, à travers la nature, et la nourriture, etc. J'aimerais ça que vous parliez un petit peu plus de vos pratiques artistiques, puis pourquoi vous travaillez sur le sujet des mémoires en général, puis des archives aussi, comme tu mentionnais, Ravi. C'est une grosse question, mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus dedans. Je sais pas par où commencer. Forcément, moi, comme j'expliquais tantôt, mes 2 parents, ils ont traversé le régime des Khmers rouges. Donc, avant que le régime s'installe, c'était adolescents, ils avaient peut-être 14 à 19 ans. Bref, je pense que vu quelque chose comme ça, à cet âge-là, ça amène beaucoup de choses. Puis ensuite, bref, je pense pas qu'ils se sont posé des questions après comment on va faire pour léguer tout ça à nos enfants. Puis aussi, je pense pas non plus qu'ils avaient des références physiques sur quoi pour faire la passation. Ils n'avaient pas de vinyle, ils n'avaient rien. Donc, je pense que moi, j'ai toujours vécu avec un espèce de gros point d'interrogation dans la face. Genre, je comprenais... J'essayais de moi-même, comme un peu, me faire mon propre narratif, sans que ce soit... Je pense pas que ce soit aussi conscient et bien nommé toute ma vie jusqu'à maintenant. Fait que je pense qu'il y a toujours, sans savoir pourquoi, l'espèce d'inquiétude ou d'incertitude si les souvenirs que j'ai dans la tête sont en distorsion ou sont... je sais qu'ils sont réels, mais est-ce que la façon que je les mets ensemble pour en faire une histoire, est-ce qu'ils représentent vraiment mon histoire, celle de mes parents, puis à quel point la mienne est connectée à celle de mes parents? Donc, en gros, comme tu peux voir, c'est juste des questions, pas de réponses. Donc, c'est ça. Puis aussi, quelque chose que j'ai réalisé vraiment récemment, c'est que ma mère, sans que ce soit vraiment conscient, c'est quelqu'un qui cherche à vraiment produire des archives de notre famille. Fait que, par exemple, quand je suis née en 87, elle a acheté la première caméra 35 mm, puis à l'époque, c'était super cher, là, avec le zoom et tout, fait qu'on a tout le petit kit. Fait qu'elle tenait vraiment à prendre plein de photos de nous. Puis après ça, quand il y a eu les caméras, comment ça s'appelle, les caméras vidéo, là, pour VHS, qui font genre ça de grosseur, elle en a acheté un, puis elle filmait tout. Fait qu'on a grandi pas mal. On regardait souvent ces images de VHS-là. Elle les a même remis en DVD après. Puis aussi, elle avait un de ses hobbies, pas de ses hobbies, mais tu sais, mes parents travaillaient en couture. Donc, pour faire passer le temps, comme nous, on écoute des podcasts, à l'époque, elle écoutait des séries VHS chinois qui étaient traduits en cambodgien. Fait qu'elle les faisait jouer. Fait que moi, j'ai grandi avec ça. C'est comme des K-dramas, mais des années 90, en version cambodgien et chinois. Fait que, dans le fond,
il y avait un club vidéo ici à Montréal, au Chinatown, et un autre à Jarry. Non, pas au Chinatown, excuse-moi, à Jarry. Fait que ma mère allait souvent louer ça. Puis, elle revenait à la maison, elle les enregistrait. Je pense même pas que c'était légal, là, mais les copyrights, à l'époque, on n'en parlait pas. Fait qu'on avait on a comme 1000 VHS des séries dans le sous-sol qu'on re-regarde. Puis, c'est aussi comme ça que j'ai appris à parler cambodgien avec des mots plus profonds que chaudron, lait, pipi. Puis après ça, quand il y a eu la machine DVD, ma mère, elle les a recopiés sur DVD. Fait qu'il y a vraiment ce truc que ma mère, elle a, là, cette habitude-là. Processus des archives qui Ouais. continue. Mais sans le côté Sans y penser. intellectualisation, comme les artistes ont fait, sans l'écrire. C'est juste comme dans ses habitudes à elle, sans non plus qu'elle se dise « Ah, c'est ma façon à moi de me réapproprier mon histoire. » Comme, il n'y a rien de tout ça, c'est juste comme un de ses hobbies, là. Puis je pense que j'aime que ce soit fait de façon aussi légère. Fait pour moi, l'illustration, c'est une façon, pour moi, je pense, de mettre la main à la pâte à ma façon de faire ça. Puis en fait, mon background, à moi, il est en peinture et sculpture. Après ça, j'ai travaillé dans le communautaire, en recherche, en géographie. Fait que là, quand je suis retournée à l'illustration, c'est juste parce que c'était comme plus facile, t'as pas besoin de louer un atelier, etc. Fait pour moi, les images, c'est une façon pour moi de parler des choses que j'arrive pas vraiment à parler. Ou qu'il y a pas de mots pour ça. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que, comme, moi, je suis née en 87, donc j'ai grandi avec dans une époque très différente d'aujourd'hui, là, où il y avait, tu sais, colorblind all the way. On parlait pas de race, on parlait pas d'ethnie, il y avait peu d'outils, je pense, pour pouvoir se renarrer sa propre histoire, puis comme détenir... Tu sais, les personnes concernées par différentes oppressions, on détenait pas du tout d'outils, tu sais, de vocabulaire lié à l'histoire, rien, là. Donc, je pense depuis comme l'âge adulte, je pense plus récent, je fais des propres recherches de mon côté. Puis j'ai vu, en fait, les couches de confusion qu'il peut y avoir selon notre identité. Puis la mienne, c'est que pendant longtemps, moi, je me suis beaucoup référée au narratif que ben, je suis une enfant d'immigrants, donc ben, oui, j'ai vécu beaucoup de racisme, mais mes parents aussi, etc. Puis avec mes recherches, j'ai vu que mes parents aussi, quand ils sont arrivés, dans les années 80, ça faisait partie d'un programme pour aussi comme invisibiliser les voix de personnes autochtones qui étaient déjà en train de partir un mouvement pour défendre leur territoire. Fait que avant les années 80, les Asiatiques n'étaient pas du tout aussi entre guillemets, accueillis. Fait que dans début 80, c'est là qu'il a commencé les premiers programmes un peu pour redorer un peu l'image des Asiatiques par les amener au level de minorité modèle. Puis mes parents font partie de ça. Donc mes parents, ils ont pu profiter des programmes on va dire, d'insertion sociale. Par exemple, quand ma mère est arrivée avec sa famille, ils sont arrivés à Montréal avec l'avion, puis pop, ils ont été envoyés à Saint-Raymond-de-Portneuf dans une famille d'accueil. Puis, puis c'était l'église avec les sœurs avait organisé plein de levées de fonds avec tout le monde du village pour accueillir cette famille-là. Puis ma mère, elle a des bons souvenirs, là. Elle a gardé une bonne relation avec eux. Mais tout ça pour dire que, comme... Je peux en parler des heures, fait que je vais m'arrêter là, mais tout ça pour dire que je pense aussi que l'expérience que les parents ont eue, qui était une expérience qui peut... Eux autres, je pense qu'ils décrivent ça comme quand même positive, la transition là, dans la famille d'accueil. Ben, ça va dépendre... C'est jamais séparé, je pense, des agendas politiques qui sont plus larges. Puis maintenant, je veux m'informer beaucoup plus sur what it is to be a settler of color. Puis les conversations de l'antiracisme doivent aussi sortir de ce narratif de vase clos, là. Fait que c'est pas mal ça qui m'intéresse. Puis là, on voit l'illustration, mais j'essaye, j'aime aussi en retourner en peinture et sculpture. Ça a discuté après. Ah, super. Et pour toi, Kimura? Ben, pour moi, à cause de je ne vais pas dire grâce non plus, mais avec la circonstance de ma situation d'adoptée interraciale et internationale, je pense que, ayant été adoptée dans la première vague des adoptés internationaux en Belgique, donc c'était 69, je suis arrivée dans le deuxième avion, après, j'étais la 5e ou 6e personne adoptée en Belgique. On était tous dans la même école,
Donc, moi, j'étais à l'école avec d'autres Coréens adoptés. Dans ma famille, on est 3 autres Coréens adoptés. C'était comme on achetait un caniche ou on achetait un... Il y avait des marques qui étaient meilleures que d'autres, des races qui étaient meilleures que d'autres. Mais en tout cas, nous, on était les plus blancs dans les adoptés internationaux parce qu'il y avait les Vietnamiens, mais ils étaient un peu trop basanés. Les Indiens, on oublie. Et puis les Afro-descendants, les Africains, il y avait le Congo avec la Belgique, donc ça c'était aussi déjà issu. Donc il y avait une organisation qui s'appelait Terre des Hommes, qui existe en Suisse et dans d'autres pays européens, qui faisait l'adoption internationale. Et donc on était les premiers essais, c'était une expérience humaine en fait. Et on nous disait que si on parlait notre langue, il fallait nous taper dessus jusqu'à ce qu'on sortir l'Indien comme ici, c'était un peu ça. C'était ce qu'on donnait comme directive aux parents adoptants en Belgique. Donc dès qu'on voulait manger du riz, il ne fallait pas nous donner du riz, il ne fallait pas nous parler de l'Asie, il ne fallait pas nous parler de notre pays d'origine. Il fallait vraiment qu'on oublie tout. Donc dans cette idée de mémoire, c'est clair qu'on avait honte d'être asiatique, même si on était en majorité dans notre famille, parce qu'on était 4 Coréens adoptés, 2 parents blancs. C'était eux qui avaient le pouvoir, évidemment. Et dans cette idée-là, moi, je ne sais pas que je pensais qu'ils étaient blancs et que moi j'étais asiatique, c'est eux qui me le disaient. C'est eux qui nous le disaient et qui nous le raffirmaient seulement dans des moments négatifs. Et donc j'ai compris qu'il y avait une tension. Je ne pouvais pas placer les mots à l'époque, c'était du colonialisme ou du post-colonialisme. Et donc déjà à partir de ce moment-là, de ne pas avoir ma propre mémoire, d'avoir été vieillie de 3 ans en plus, donc ça veut dire que j'avais 3 ans en moins que l'âge officiel, donc j'étais 3 ans à l'école avant que la norme. Il n'y avait pas de référence d'autres enfants asiatiques avant, à part les 2 autres qui étaient arrivés avant. Il y a le docteur qui m'a vérifié, entre guillemets, n'avait jamais vu d'asiatique. Donc pour eux, c'était comme on était des singes. On nous appelait d'ailleurs souvent très fort, on était des macaques. C'était le terme qu'ils utilisaient. Donc déjà tout ça, c'était peut-être on n'est pas vraiment des humains aussi, on pensait. On mangeait dans la gamelle du chat, des trucs comme ça. Donc cette idée-là, c'est qu'on est devenu humain seulement quand on était à l'école et qu'il y en avait d'autres et qu'on se parlait. Et je pense que vraiment je suis devenue humaine quand ma sœur adoptive est arrivée et que je me suis dit, je lui ressemble quand même un peu et qu'il y avait une différence d'attitude des gens, mais c'était pas comme dramatique, c'était juste, c'est comme Mowgli dans la jungle, on sait rien, il n'y a pas de mots, c'est des sentiments qui sont un peu inconfortables, je dirais. Et donc, le fait de ne pas avoir une mémoire de ma mère biologique et ayant été adoptée en fait en tant que métissée, parce qu'ils pensaient que mon père était américain. Alors, je suis vraiment bridée, parce que j'avais des cheveux ondulés quand j'étais petite et des yeux plus grands que la moyenne. C'est quoi les yeux asiatiques à l'époque? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on m'avait labellé que j'étais eurasienne, que mon père était américain, que ma mère était une pute, et c'était la raison pour laquelle j'étais adoptable. Donc tous ces narratifs dans mon dossier d'adoption, c'était la mémoire que j'avais officiellement, que mes parents me répétaient souvent. Et donc moi j'ai voulu savoir la vérité très vite, de savoir si c'est vrai que ma mère est une pute. Et même si elle était une pute, c'est une mère quand même. Et elle m'avait enfantée. Je ne sais pas si l'abandon ou le déchirement, comment il avait été fait aussi, si c'était sa volonté ou la volonté de quelqu'un d'autre. Donc tous ces questionnements-là, j'ai mordu sur ma chic, entre guillemets, jusqu'à l'adolescence, et puis je me suis cassée. Et la seule chose que j'ai fait, j'ai pris mon dossier d'adoption. Je ne lisais pas l'anglais, mais je savais que j'avais des informations. Donc ça, c'était la seule mémoire que j'avais de moi-même. Et puis en rencontrant d'autres adoptés après, sur le tard, quand il y a eu les Jeux Olympiques de Séoul, là on parlait de la Corée. Donc la Corée devenait un pays tangible, alors qu'avant c'était la guerre de Corée, on en parlait comme ça, la Corée du Sud ou du Nord. Déjà politiquement, moi je ne connaissais pas trop la différence non plus. Et donc tout ça, j'ai voulu me réapproprier et comprendre un peu le contexte dans lequel on avait été adoptés, sachant que dans le village, il y avait quand même une bonne vingtaine de Coréens adoptés, et qu'il y en avait qui avaient des souvenirs, et qu'il y en avait qui avaient le souvenir de leurs parents. Moi, j'en avais pas spécifiquement, j'avais comme un sentiment d'odeur, je sais pas.
Et donc, c'est pas que j'ai grandi en pensant que j'allais être artiste non plus. Je pensais que j'allais être femme au foyer, comme ce qu'on imaginait d'une femme asiatique, de toute façon. Pas plus, pas moins. Et donc, j'allais me marier avec un blanc, parce qu'il fallait que je m'intègre, et que j'allais avoir des enfants, et que j'allais procréer, etc. Donc ça, c'était le destin qui m'était prédestiné. Mais après, à cause ou grâce aux Jeux Olympiques, ben, je suis partie en Corée du Sud. J'ai fait un film sur... en fait, j'ai écrit une lettre à ma mère biologique en ne l'envoyant jamais. Mais cette idée de faire... c'était pour un concours sur être jeune aujourd'hui en Europe. C'était le thème du concours. J'ai gagné le concours sans y penser trop. Et puis le concours, c'était si votre scénario est retenu, on va vous aider à faire un film. Et donc c'est comme ça que ça a commencé, mais moi je n'ai jamais pensé que j'allais être artiste. Et c'est pas parce qu'on fait une chose qu'on va continuer aussi. Et donc grâce à la construction de ce film que j'ai fait en demi-jour, ben, ça a gagné un prix. À cause de ce prix, ben, la Corée tout d'un coup me disait « Ah, t'es coréenne », alors qu'on m'avait refusé lors de visites en disant que j'étais belge et pas coréenne. Et de fil en aiguille, on m'a invité en Corée. Puis, je sais pas, j'étais bonne en sport. On m'a réinvité pour les Jeux Olympiques coréens. Et puis là, ils nous avaient promis de trouver notre mère. Et donc là, j'ai refait un petit film avec du Super 8, parce que c'était du Super 8, c'était pas du 16, j'avais pas beaucoup de budget. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait aussi un film sur les Japonais en ne sachant pas que j'étais à moitié japonaise à cette époque. En travaillant dans les cuisines de restaurants japonais, c'était pour moi la seule façon de connaître ma culture d'origine, une culture d'origine asiatique, parce que je savais bien que j'étais pas vietnamienne, mais coréenne, c'est quoi s'il n'y avait pas de restaurant coréen à l'époque? Donc c'était un zainichi. Je ne sais pas si vous connaissez les zainichi, c'est des Coréens qui ont été importés de force au Japon pendant la colonisation japonaise. Donc l'idée de colonisation, c'est pas juste blanc et noir ou asiatique, mais c'est aussi intercontinental, enfin, interpays, pas nécessairement. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai été adoptée, c'est parce que mon père est japonais. Et ça, j'ai appris bien plus tard. Mais donc, de construire mon travail artistique à travers ça, avec 3 petits films, c'était pas ça qui allait me faire rendre artiste. Moi, j'ai traîné sur les bancs d'école à faire du lettering. C'était ça ma passion. Je voulais inventer des alphabets incroyables que personne ne comprendrait, que seulement moi j'allais comprendre. Et ça, c'est marrant parce qu'avec le coréen, c'est un alphabet, c'est pas des idéogrammes. Et donc, à l'époque, j'avais une tante qui habitait Nunavut, qui était belge d'origine, liée à ma famille d'adoption, qui nous envoyait des alphabets du Nunavut et qui ressemblaient à la sténo. Donc pour moi, je dis, je vais apprendre cette langue-là, etc., parce que personne ne va le comprendre ici, en Belgique, en tout cas, ici c'était la Belgique. Et donc cette idée de lettering et de langage un peu codé, j'avais déjà ça en tête. Et c'est ce qui m'a permis aussi alors de m'intéresser aussi, ayant grandi avec les clips vidéo de MTV, etc., de raconter des histoires courtes en moins de 3 minutes, mais qui aient du punch, etc. Et c'est ça qui m'a un peu construit. Mais après, quand je suis partie vivre en Corée, ben, là, j'ai appris de la calligraphie asiatique et abstraite parce que je ne savais pas écrire le sino-coréen. Mais j'ai appris le coréen, le lettrage, et puis j'ai joué avec ça, avec des idées pop art. Et j'ai développé ça, et puis finalement, les Coréens détestaient ou aimaient. Donc j'ai eu plein de critiques par rapport à mon travail artistique en Corée. Donc être asiatique dans son pays d'origine, c'est différent que d'être occidental dans un pays asiatique. Et donc là, j'en ai bien bavé, je pense aussi. Mais c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer et aussi à contourner le système classique d'être artiste en Corée, parce que j'appartenais à aucune institution ou, par exemple, université où on doit obéir d'une certaine façon, les aînés, etc. Donc j'ai appris un peu la culture et les us et coutumes sur le tas, ce qui m'a permis aussi à me développer. Mais j'ai fait seulement de la calligraphie, et après il y a eu Internet. Après Internet et les ordinateurs, j'ai commencé à faire du travail digital parce que je n'avais pas d'argent pour me payer un studio, mais je faisais tout sur mon ordinateur, et puis s'il fallait imprimer en grand,
et c'était faisable. Et Oui. donc, cette idée aussi de comment est-ce qu'on garde les archives, comment est-ce qu'on peut garder nos œuvres d'une façon autre que juste physique, sachant que je n'avais pas de droit pour rester en Corée non plus. Ça, c'est l'idée d'immigration, c'est de ne pas avoir ses papiers, j'étais pas illégale, mais j'étais pas légale non plus. Donc, en Corée, j'ai plus développé mon travail d'activiste, de militant pour les droits des adoptés qui reviennent en Corée. Et après, c'est en Corée aussi que j'ai découvert que j'étais homosexuelle, ce qui n'est pas la meilleure chose, évidemment. Mais donc, étant un late bloomer dans ma fin vingtaine, j'en ai encore plus bavé à cause de ça. Et donc, après ça, j'ai décidé de venir à Montréal. Et là, j'ai repris un cours de vidéo et j'ai développé plus mon travail de vidéo. Et là, c'est vraiment à cause du Covid que je travaille la nature, parce que je déteste la nature. Je déteste les chalets, c'est pour ça que j'ai pas de girlfriend ici. Parce que ici, la nature, c'est le... C'est les chalets ici. Oui, ici, je trouve que Montréal, c'est déjà très, très vert, très nature. Donc, j'ai appris après presque 20 ans, j'ai appris à apprécier les jardins dans les rues. Et donc, à développer ça à cause du Covid. Mais j'aurais jamais fait ça avant le Covid. Ah oui? Okay. Jamais, non. Mais c'est vrai que quand je regardais ton travail, cette série-là, c'était une des seules qui avait vraiment la nature d'une façon très comme présente, oui. littérale. Oui. Oui, c'est la première fois que je travaillais ça. Ah oui, ok. Oui, parce qu'avant... Pour continuer un peu sur les archives, pour moi, dans ma pratique de commissaire, les archives dans l'espace public, c'est important. Donc, pour moi, avoir les œuvres dans l'espace public comme ça, qui est très éphémère, mais qui peut être une archive avec laquelle qui prend une autre forme, en fait. Ma question aussi, c'était, en fait, quel est votre sentiment par rapport à imaginer ces œuvres-là dans l'espace public? Comment vous imaginez les gens qui réagissent? Quel est votre rapport un peu à imaginer votre travail dans l'espace public où finalement on a un rapport à la mémoire, aux archives qui peut vraiment se transformer, ou est-ce qu'on n'a peut-être pas le même contrôle que quand on fait notre travail chez soi ou qui est présenté dans un autre contexte? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis je me demandais c'était quoi que vous pensez par rapport à ça. Ben moi, tout le travail que je fais en illustration jusqu'à maintenant, il y a une bonne partie que c'est dans la rue, déjà, parce que la partie qui n'est pas dans la rue, c'est dans le milieu de l'édition. J'ai travaillé en livre jeunesse, livre grand public. Fait que ça se retrouve dans les bibliothèques, chez les gens. Puis l'autre moitié, c'est beaucoup des campagnes de sensibilisation antiracistes et féministes que j'ai fait. Mm-hmm. Fait qu'il y en avait dans le métro, P9 et Joliette. C'est pas dehors, mais il y a un passage, il y a un fluide. Oui. Tu sais, comme il y a un flux de personnes qui passent. Oui. Sinon, c'est aussi les campagnes de sensibilisation. Il y en a beaucoup qui voyagent à travers des cartes postales, etc. Fait que moi, ça voyage déjà beaucoup. Puis c'est le fait qu'une image voyage, c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu aller en illustration. OK. Parce que, comme j'ai dit, moi, mon background d'études, avant, j'en ai tellement fait différent. C'était en peinture-sculpture. Mm-hmm. Donc, forcément, les gens qui nous guident à l'école nous amènent à approcher les musées, les galeries. Puis moi, ça m'a toujours mis un peu, pas mis inconfortable, mais j'ai jamais totalement été confortable avec ça. Parce que mes parents, ils font partie de la classe moyenne immigrante, puis classe ouvrière, travaillant en couture. Mm-hmm. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une galerie. Donc, depuis que je suis jeune, je me suis toujours dit que peu importe ce que je fais, j'aimerais ça que mes parents aient accès. Quand je dis mes parents, c'est aussi les Cambodgiens de cette génération, puis d'autres personnes de ma famille et d'autres personnes de la même classe. Parce que moi, je ne suis pas de la même classe que mes parents, je ne suis pas de la classe ouvrière, mais c'est une façon pour moi aussi de ne pas oublier aussi que je viens de cette classe-là. Donc voilà, c'est juste récemment que j'ai pensé à me dire « Ah, ce serait une bonne idée de penser à faire en sorte que l'illustration pourrait s'appliquer aux galeries. » Mais je l'ai pas... Ça, c'est un autre sujet, je ne l'ai pas encore commencé. Puis aussi, là, en ce moment, pendant que tu me parles, je suis en train de travailler un portfolio pour transitionner mes illustrations de campagne de sensibilisation vers les murales. Fait que mon intention, c'est vraiment de travailler sur c'est quoi le fait de transférer une image à une échelle
en plus grand format. Mhm. Puis c'est quoi aussi le fait d'amener un message dans l'espace public? Donc, quelles sont les discussions publiques à avoir? Ouais. Puis les frictions à inviter aussi. Mhm. Parce que forcément, on est tous différents, on n'a pas les mêmes opinions. Fait que pour moi, les images, c'est vraiment une façon de poser des questions. Comme par exemple, quand on voit cette image, c'est sûr qu'il va y avoir plein de débats. Je pense qu'il y aura des Cambodgiens qui vont faire « Ouais, mais pourquoi la première illustration, c'est même pas un mets cambodgien, c'est un mets chinois? » Puis les Chinois vont faire « Oui, mais le nom de parle, c'est pas chinois. Votre version, c'est pas chinois. » Mais le but, c'est ça, c'est justement de faire en sorte d'obliger les gens à discuter. Ouais. Fait que quand tu m'as approché pour ce placard au mur, j'étais comme « Mon Dieu, c'était dans mes plans dans les prochaines années. » Donc, c'est parfait. Puis quand tu m'as approché aussi pour que ce soit en binôme avec Imura, j'étais vraiment contente parce qu'on suivait déjà nos travaux. Ouais. Parce que je m'intéresse beaucoup, oui, aux archives, mais aussi je questionne comment les archives sont déconstruites Mhm. par l'autre, like the other person. Puis aussi, il y a une différence entre les archives qui sont nationales, qui sont administrées, qui sont structurées et institutionnalisées, versus les objets qu'on accumule qui forment nos archives. Fait que je pense que les narrer comme les archives officielles, c'est aussi une façon de comme créer des monos-histoires, là. Fait que pour moi, l'illustration, c'est vraiment un peu une excuse pour comme amener plus facilement ces discussions-là dans la culture populaire, là. Parce que dans la culture populaire, on n'aime pas, je pense, les discussions trop compliquées parce que ça passe pas bien. On aime amener des réponses. Puis moi, je m'intéresse beaucoup à la culture populaire parce que ben, mes parents, même si tous les vinyles cambodgiens, la musique, tout a été brûlé, ben, on ne sait pas pourquoi il reste quand même beaucoup de musique de la pop culture qui a été retrouvée, des vinyles vraiment usés qui ont pu retrouver une ou deux chansons à l'époque. Là, ils ont été transformés en cassettes, puis après ça, ils ont été transformés en CD. Puis là, quand les premières portes à l'international ont ouvert en 92, non, en 92, mes parents ont été visités en 94. Là, tous les Cambodgiens de l'époque ont ramené tous les CD. Fait que là, c'est drôle parce que c'est tous des remakes de cette musique-là. Donc, la pop culture, elle est vraiment importante parce que c'est aussi ce qui rassemble les gens. Puis aussi, ben, les artistes ont été tués par les Khmers rouges parce que les artistes de la pop culture ont le pouvoir de rassembler les gens. Donc, pour moi, que ce soit, oui, la pop culture, puis que ça se retrouve dans la rue, ce sont des éléments vraiment de base dans la création. Puis aussi, quand je réfléchis à qui je parle, à qui je fais ça, quel est mon auditoire. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Et pour toi, Kimura? Ben, moi, je pensais pas que mon travail allait déjà être présenté. Comme moi, je suis plus dans la vidéo do it yourself, là, DIY. J'ai pas cette idée que beaucoup de gens vont le voir. Et là, je me dis, peut-être les gens penseront que c'est un art, donc ils vont même pas se poser de questions. C'est vrai que c'est pas explicite et c'est plus comme conceptuel ce travail. Mais je ne sais pas s'il y aura une curiosité pourquoi ces feuilles sont bien placées comme ça, pas en désordre ou quoi que ce soit. Donc, c'est plus peut-être ça va déranger l'idée de ce qu'est la nature, c'est-à-dire normalement un peu brouillon ou un peu libre. Et là, c'est pas très libre comme image. Mais par exemple, avec Art Souterrain, j'avais soumis plusieurs fois, bon, on m'a refusé plein de fois évidemment, mais moi je voulais absolument exposer dans le quartier chinois. Oui. En travaillant sur l'adoption internationale. Et finalement, une fois, j'ai été quand même sélectionnée. Et quand j'ai été sélectionnée, on m'a mis dans une galerie. Et je me dis, oh putain. Non. Purée. Pourquoi je suis dans une galerie et pas dans le quartier chinois? Parce que ça parlait d'adoption internationale, mais inversée, c'est-à-dire que les Blancs étaient adoptés par des Coréens. Et on avait fait une série avec Kim Waldron. Kim Waldron, qui est une grande photographe ici, et qui s'appelle Kim. Donc, on l'avait appelé Kim parce qu'on l'avait fait adopter par une famille qui s'appelait Kim. Donc, c'était ça le projet. Mais finalement, c'était dans une galerie, donc les gens n'ont pas pu le voir. Et c'était des photos qui représentaient, des photos qui sont souvent, qui illustrent les articles sur l'adoption réussie, où on voit le papa, les enfants adoptés, puis tout
une vie de famille normale, c'est-à-dire on cuisine ensemble, on mange ensemble, on prend le café ensemble. Je lui enseigne le piano, des trucs comme ça, des trucs très gentils. Et donc on avait joué le jeu, on avait trouvé une famille coréenne. Et pour moi, donc c'était mon rêve de pouvoir exposer à l'extérieur, cette idée-là. Donc c'est tombé à l'eau, mais là, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne serai même pas là parce que je serai en Corée. Mais j'espère que j'aurai des retours. Oui. Et j'espère que les gens vont faire des selfies. C'est tout ce que je veux. Comme ça, c'est une façon aussi de voir un peu avec le hashtag de Art Urbain Montréal, c'est ça? Art Urbain Montréal. Donc, moi j'appelle ça. Ouais. Et donc, de voir comment les gens vont réagir, s'ils ont une réaction. Mais moi aussi, c'est surtout pour avancer. Souvent, on parle souvent des traumas des adoptés, évidemment, des interraciaux, de l'idée d'abandon, etc., des traumas qui sont liés à ça. Mais on ne parle pas souvent des traumas des mères biologiques, souvent qui n'arrivent pas à avoir des enfants et qui ont eux aussi un trauma de... C'est pas question de réussir, mais c'est ce que la société dit, une réussite, c'est quand on peut avoir un enfant, c'est quand on est une vraie femme. Et toute cette idée, ce discours autour de ça, et puis le choix de vouloir avoir un enfant ou pas, en sachant que dans les années 70, c'était surtout d'un côté humanitaire, peut-être les années 80 aussi, mais après c'est comment est-ce que la reproduction ou créer une famille est possible, aussi et de aussi penser à la famille queer, avec tous les divorces qu'il y a eu dans les années, je pense, 80, 90, mais non, un enfant sur deux, leurs parents sont divorcés, comment recréer une famille composée et pourquoi l'adoption internationale ne peut pas être une famille composée internationale. Et donc de repenser, et moi étant queer, de repenser à ça, 1 ou 2 ou 3 parents, comme un proverbe africain dit, it takes a village to raise a kid, pour faire grandir un enfant ou éduquer un enfant. Et donc je pense que dans cette idée-là, et je suis contente que vous ayez choisi cette image-là parce que c'est la seule qui parle de mère adoptive. Et c'est mon premier travail de ça. Ça m'a un peu questionné de dire, est-ce que je dédie vraiment ça aux mères adoptives? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu problématiques. Mais après, c'est de chercher pourquoi elles sont problématiques. Qu'est-ce qu'une adoption ne va pas réparer un trauma? Et donc, 2 traumas ensemble, c'est pas toujours facile. Si l'une des personnes n'est pas consciente de son trauma ou prend pouvoir ou le dessus sur le trauma de l'autre. Et donc, moi, c'est de questionner un peu cette société-là, de dire tout le monde a des traumas, mon trauma n'est pas mieux ou moins bien, mais on travaille ensemble et on a besoin de chacun pour se réparer. Mais c'est pas l'un qui répare juste l'autre, et donc c'est ça, c'est que le rôle de l'enfant, tant qu'il est en bas âge, est dépendant économiquement et peut-être émotionnellement de l'autre personne, qui a le pouvoir, peut se renverser après. Et donc de questionner ça, mais aussi de demander aux mères adoptives, presque lapsus, de faire peut-être leur devoir psychologique ou thérapeutique par rapport à leur propre bibite, et pas de penser que parce qu'elles sauvent un enfant que tout va aller bien. Et que moi je crois qu'une adoption réussie, c'est quand l'adopté adopte les parents adoptants. C'est pas quand c'est que dans un sens. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de courage, de patience, d'écoute, de remise en question. Et je souhaite ça pour les nouvelles mères adoptives, les parents adoptants. C'est pas seulement les femmes non plus, c'est les hommes aussi. Et donc, si je pense qu'il peut y avoir un dialogue et pas un pouvoir de discours, je pense que ce sera plus équitable. Et puis finalement, souvent en fin de vie, c'est les adoptés qui prennent soin des parents adoptants. Donc, donc c'est ça aussi, tu me traites mal, après, vois des vieux jours, comment ils seront. Donc il faut réfléchir un peu en avance, en amont, mais je ne dis pas que tout doit être calculé, mais on crée des émotions, mais il y a aussi chez l'adopté le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'on aime son bourreau. Je ne dis pas que tous les parents adoptants sont bourreaux, mais il y a un système aussi, il y a tout le discours populaire en les mettant à une place souvent surélevée, et ça fait plaisir de se sentir bien vu, évidemment. Je ne nie pas que c'est pas agréable, ce genre de sentiment-là, mais il y a maintenant, je pense, et depuis, je pense, les années 2000, il y a un groupe de parents adoptants aux États-Unis qui crée des conférences annuelles
et qui laisse les parents qui éduque les parents adoptants. Comment est-ce qu'ils créent un discours et comment est-ce qu'on peut déconstruire un discours dominant. Et je pense que ça prend les parents adoptants de vouloir aussi faire leur propre réflexion et de voir par rapport à leur comportement. Et c'est pas que personne ne fait jamais d'erreur. On peut très bien comprendre ce qu'on a fait parce que c'était la situation, mais après s'excuser ou discuter avec l'enfant. Ouais. Voilà. Et d'accueillir toute l'identité de l'autre personne aussi. Parce que nous, en tant qu'adoptés, on accepte toute l'identité du parent adoptant, donc la famille, les oncles racistes ou quoi que ce soit. Mais eux aussi doivent accepter aussi. Je pense que c'est quand on accepte entièrement l'autre personne que c'est possible d'avoir un vrai rapport relationnel équitable et sain d'esprit, sain de corps aussi. Voilà. Mais j'espère vraiment que vos 2 œuvres vont permettre des discussions et aussi des selfies. Oui. Et puis, on doit s'arrêter là, mais on aurait pu continuer vraiment longtemps. Et puis, je vous remercie vraiment pour cette conversation-là. Puis, je suis vraiment contente de voir vos 2 œuvres ensemble dans la rue en duo. Je crois que ça va être super. Donc, merci à vous. Aussi, j'aimerais remercier Art Urbain Montréal, Art Souterrain, Publicité Sauvage et le studio Cowork, et qui ont toutes rendu possible ce projet-là. Et le podcast. Et puis, donc, je vous invite à écouter et regarder les 2 autres épisodes de ce podcast, puis visiter aussi le site web d'Art Urbain Montréal pour découvrir où sont situées les palissades où les œuvres seront installées. Et merci beaucoup. Merci. Merci.